Bonjour chers téléspectateurs, bonjour vous qui nous suivez dans nos différentes plateformes, dans notre émission Prime Actu. Aujourd'hui, nous allons parler des 100 jours du second mandat du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Nous allons évoquer tous les compartiments qui constituent ces tout nouveaux mandats, les seconds mandats du chef de l'État. Je ne suis pas seul sur ces plateaux, je suis accompagné avec un journaliste aussi dans les domaines, mais cette fois-ci c'est Mike Pakoto. Bonjour Mike. Bonjour Regan Chikadan. Mike Pakoto est journaliste et patron des médias Top 243 News. Et c'est un plaisir de t'avoir ici sur ces plateaux. Merci, cher confrère. Bon, sans plus tarder, Mike, 100 jours, il y a chef de l'État. 100 jours, Wana et Zana Makambebele. Et dans les 100 jours, quelle lecture faites-vous durant ces 100 jours du chef de l'État? Ok, merci beaucoup pour cette opportunité, Regan Chindano, dont Prime Info nous accorde aujourd'hui à nous exprimer autour de la grande question liée à l'actualité du jour. Je pense que très rapidement, quand nous passons à des différents médias pour décrypter l'actualité sur la République démocratique du Congo, ce n'est pas des décryptages qui doivent être émaillés avec des ambiguïtés, mais nous devons être francs et nous regarder. Objectif aussi. Être objectif. Très rapidement, je pourrais dire que les 100 jours du chef de l'État pour le second mandat, Félix Tshisekedi, n'a pas vraiment un bilan à faire parce que d'autant plus que le pays est complètement en stand-by. Le pays est complètement en stand-by. Les institutions parlementaires ne fonctionnent pas. La mise en place du gouvernement qui est en cours est resté stand-by. Vous le savez très bien que pour qu'on puisse réellement faire un gros plan sur le premier 100 jours du second mandat ou du mandat d'un président de la République, ça fait partie des actions palpables. Entre nous, j'ai trouvé personnellement qu'on ne peut pas faire un bilan quant à ceux. Bien au contraire, lorsqu'il avait pris le pouvoir pour le premier mandat, là, on s'est rendu compte qu'il y avait une personne qui était mise en place. Mais qu'est-ce qui empêche aujourd'hui, Mike? Ce n'est pas parce qu'on n'a pas nommé quelqu'un pour, par exemple, diriger les 100 premiers jours d'un mandat, oui, que ces 100 premiers jours de mandat est vide et ça doit être justifié. Non, mais c'est pas. Est-ce que c'est normal? Mais est-ce que normalement, on doit faire le bilan, n'est-ce pas, d'un chef d'État de ces 100 premiers jours dans le noir? Moi, je peux dire que c'est dans le noir. Rien ne l'empêche. Mais rien ne l'empêche. Parce que c'est son mandat. C'est là où je me rends compte. C'est là où je me rends compte. Parce que tout ce qui s'est fait en République démocratique du Congo, c'est à travers certains articles de la Constitution. Si le président avait mis son gouvernement en place, élu en tant que président de la République pour le second mandat en décembre 2023, et qu'il a prêté serment, n'est-ce pas, le 20 janvier 2024, de l'année en cours auquel nous sommes en train de décrypter cette actualité. Je me rends compte que le président allait être compté au niveau des mises en place de son gouvernement, même si le président n'est pas jugé parce qu'il n'est pas acteur principal dans la gestion de l'affaire courante du pays et qui ne pourrait être rien d'autre que le gouvernement, on pourrait compter par là. N'est-ce pas, dit-on, que les chefs de l'État est les garants du bon fonctionnement des institutions? Parce que ce n'est pas aujourd'hui, nous ne sommes pas dans le tout premier gouvernement ou soit le tout premier mandat ou régime où nous pouvons décrypter de telles choses. Parce que le même président, dans son premier mandat, les 100 premiers jours, il n'avait pas un gouvernement propre à lui. Oui. Il y avait toujours un gouvernement qui assurait les affaires courantes, oui, mais il a si posé des actes pour impacter ces premiers 100 jours. Mais pourquoi pas cette fois-ci? Pourquoi est-ce que nous avons l'impression que le pays n'est pas géré durant ces 100 jours? Je vais très rapidement te répondre, Chindano. En fait, quand on parle d'un premier 100 jours, on s'est dit que lorsque Emmanuel Macron est élu président de la République pour le second mandat, n'est-ce pas, il y avait des actions qui exigeaient, qui étaient en urgence. Mais ça n'a pas été géré par un individu. Donc, je te ramène encore à la même
question antérieure pour te dire que le premier 100 jours qui a eu lieu au premier mandat était juste une stratégie qui a été mise en place par Vital Kamerhe, qui était son directeur du cabinet. Mais on n'a pas élu Vital Kamerhe. Mais Vital Kamerhe ne s'est jamais octroyé ces 100 jours. Il dit que c'était la vision du chef de l'État. Et pourquoi pas cette vision n'est pas réitérée cette fois-ci? Mais cette vision était sortie dans quelle issue? On a obtenu quoi de cette vision du président qui consistait à se focaliser sur une affaire de 100 jours? Oui, ça c'est le passé. On parle de cette fois-ci. On sait, vous et moi, qu'est-ce qu'on a récolté dans les 100 jours de ce premier mandat. Mais cette fois-ci, c'est ça le sujet actuel. Parce qu'il faudrait qu'on soit, comme tu l'as dit au départ, qu'on soit objectif. Ouais. Dans les 100 jours, il y a des choses qui se passent. Tu es un observateur de la société congolaise. Oui. Est-ce que, par rapport à tout ce que tu as pu observer durant ces 100 premiers jours, en tant que professionnel des médias, quelqu'un qui palpe des doigts les réalités de la société, pourriez-vous nous relever, éclairer la lanterne autour de ces choses? Parce que moi, j'ai noté 5 scandales financiers durant déjà les 100 premiers, les 100 premiers jours. Oui. Et 5 scandales financiers. On parle également de plus de 3 milliards de dollars autour de ces scandales. Ouais. Il y a aussi ces problèmes-là que vous venez d'évoquer tout à l'heure, la Constitution, comme si c'est cette Constitution qui pose problème actuellement. Est-ce que c'est la Constitution qui a empêché les chefs de l'État ou soit les régimes actuels de faire quelque chose pour la population? Moi, je me dis déjà que les lots qui aujourd'hui réalité au tient à table. On ne peut pas faire un bilan sur les 100 premiers jours de ce deuxième mandat. Le président s'est déplacé. Il a voyagé dans plusieurs pays. Ça, c'est des 1. Si tu veux réellement qu'on fasse un bilan. Voilà. On fait un bilan. Il a voyagé. C'est pas moi, c'est le public qui veut savoir. Voilà. 2, on voit la situation sécuritaire dans la partie Est qui se dégrade du jour au lendemain. Ça, c'est le bilan qu'on aura sur la gestion du président de la République. 3, nous sommes en train de constater des scandales financiers qui sévissent dans ces pays par des ministres en charge des finances, qui n'est rien d'autre que Nicolas Kazadi. On parle de 400 millions. Il ne veut pas que les gens en parlent. Même la presse, si quelqu'un s'hasarde, mais pas s'hasarder, nous observons les réalités sur nos propres yeux. Et on ne peut pas s'en passer. Or, si le pays était dans des régimes avec sa constitution qui donne le pouvoir, qu'une fois le président est élu, n'est-ce pas, on ne passera pas par le processus des formateurs et formateurs. Mais, parce que ça nous a pris du temps. Oui, mais ça c'est un aspect. Mais moi au fait, ce qu'on voudrait comprendre, est-ce qu'un informateur peut prendre 100 jours? Non. Selon la Constitution, c'est maximum 2 semaines ou 60 jours, si je ne me trompe pas. Chindano, je reste dans le même ordre d'idée, d'autant plus que les temps nous pressent. L'informateur Augustin Kabouya a organisé un point de presse. C'était dans un hôtel de la place pour raisons publicitaires qu'on ne cite pas. J'ai posé la question à Augustin Kabouya. Est-ce que si vous terminez votre mission avant 30 jours, équivalent d'1 mois, vous êtes obligé d'attendre qu'il ait les 30 jours? Augustin m'a dit non. Je ne peux pas le faire, mais je viens d'expliquer et vous me reposez. Parce que ma question a suscité beaucoup de débats, même de curiosité de certains professionnels des médias qui ne maîtrisaient pas, qui sont sortis de leur façon d'observer les choses. Mais cela n'a pas fini. Augustin Kabouya a fait ce que je lui ai posé comme une question. Pendant ses points de presse, il termine sa mission avant ses 30 jours, il amène les documents. Le président de la République dit non, tu n'as pas bien exécuté, n'est-ce pas? Ta mission, il faut encore retourner pour refaire la même chose. Et cela fut fait au-delà d'1 mois. Et ce n'est pas du gâchis, un peu à quelque sorte. Mais je me dis que toutes ces histoires s'est fait, et ça ne s'est pas limité par là. On termine, on prend maintenant les chefs du gouvernement, qui n'est rien d'autre que la première ministre qui est nommée, elle, le 1er avril. Elle, à son tour, commence encore la même chose qui a été faite. Bon, entre nous, c'est là où je dis que le pays est en train d'asseoir sur une grosse pierre
qui ressemble à un véhicule, n'est-ce pas, auquel on a levé tous les 4 roues. Pourquoi est-ce qu'à l'époque, bon, nous avons des cas d'école dans ces pays. Les pays n'ont pas commencé d'exister aujourd'hui. Le gouvernement Matata, c'était le tout premier gouvernement qui n'a pas pris assez de temps. Il y avait un informateur. Et aujourd'hui, nous avons suivi, vous et nous, le public, et en tant que journaliste, vous n'allez pas me contredire sur ces points, où le secrétaire général de l'IDPS, M. Augustin Kabouya, avait, dès le départ, lors de publication des résultats, avait déjà déclaré qu'ils avaient la majorité au sein de l'Assemblée. Ils avaient la majorité dans presque toutes les assemblées. Mais est-ce que c'était encore nécessaire de suivre les cours de l'informateur et puis définir tout ça, tout ça? D'ailleurs, je te rappelle, mon ami. Et ça a engagé des fonds. Je te rappelle. Moi, je pense que toutes ces histoires, le peuple congolais sont pris au piège, n'est-ce pas, de la constitution de la RDC. Parce que tout ça, ces gens trouvent le bon moyen d'exécuter et obtenir ce qu'ils veulent autour, n'est-ce pas, de la constitution. Parce qu'on a dit que le gouvernement doit être impérativement investi par l'Assemblée nationale et que le président ne doit pas prendre une décision, dire bon, je nomme le gouvernement et sortir comme d'autres pays font. Je sais réellement que lorsqu'un pays, un président de la République est élu, n'est-ce pas, en suffrage direct et qu'il n'obtient pas la majorité parlementaire, cette question trouve sa place. Parce qu'on s'est dit, il faut constituer, n'est-ce pas? Il faut faire des coalitions. Ça, c'est tout à fait évident. Mais dans le cas où on sait que vous dégagez naturellement une majorité présidentielle dans toutes les instances du pays, que ce soit au Parlement, que ce soit à la Chambre haute du Parlement, que ce soit dans des différentes institutions provinciales. Mais mon ami, on va alors entreprendre cette démarche pour quel but? Voilà. Pour quel but? Bon, nous posons la question aux autorités parce que cela, ça a engagé des moyens en particulier, ça a engagé des moyens, ça a saigné en quelque sorte les trésors publics. Mais jusque-là, nous arrivons toujours pas à constituer ces gouvernements. Est-ce que la raison que vous essayez d'évoquer ici autour de la Constitution, cette Constitution, elle a existé depuis longtemps. Cette Constitution a plus de 18 ans. La question, je pense que c'est très important à répondre à tous ceux qui nous suivent et puis à ceux qui nous suivront. Mais pourquoi est-ce que ça marchait à l'époque et aujourd'hui ça devient un problème? C'est une question, c'est ce que je disais, c'est une question de la compréhension de notre Constitution. Par exemple, aujourd'hui, on a les élections nationales, les élections présidentielles, législatives, provinciales et les conseillers communaux, n'est-ce pas? On a ces 4 échéances qui se font en même moment. Or, dans d'autres pays, il y a des décalages. Vous comprenez? Entre autres, on élit le président, on organise l'élection présidentielle à un seul tour ou des tours, sans compter les élections législatives. On s'est dit que quand le président est élu, alors d'autres pays où l'Assemblée nationale est encore déjà mise en place, ça marche normalement. On peut investir le nouveau gouvernement et ça marche. Mais notre souci est qu'on a combiné les processus électoraux avec des différents points qu'il faut entreprendre au niveau de la CENI. Et ça bloque. Parce que l'Assemblée nationale, pour le moment, n'a pas le devoir d'investir le gouvernement. Mais qu'est-ce qui empêche, Mike, qu'est-ce qui empêche que les plénières se tiennent? Parce qu'aujourd'hui, ça va faire pratiquement un mois qu'il n'y a pas de plénière. Oui. Qu'est-ce qui empêche? Parce que ce sont les mêmes procédés. À l'époque, ça se faisait. Mais pourquoi est-ce que cette fois-ci, ça ne marche pas? Ce qui bloque... C'est toujours cette constitution-là. Ce qui bloque, le président de l'Assemblée nationale a fait par le biais d'un communiqué, le président du bureau d'âge, pour le dire, Christophe Mbosonkolia, a dit qu'il aurait dû procéder selon les calendriers qui a été mis en exergue récemment. Mais dans ces calendriers, il était prévu que les dépôts des candidatures pour les élections du bureau définitif débutent, n'est-ce pas, le 30 avril. Malheureusement, il évoque une raison qui n'était rien d'autre que les députés provinciaux et les députés nationaux, les députés plutôt nationaux, qui étaient censés rehausser de leur présence et puis participer à ces processus, étaient en province. Raison, parmi ces députés nationaux sont allés postuler dans leur province d'origine comme candidats sénateurs. Est-ce que c'est normal?
Les pays doivent être bloqués par des individus. C'est là où je me dis, Chindano, il y a un problème dans certains articles de la Constitution. Est-ce que- Parce que les débats autour même de la révision de la loi électorale qui a été d'ailleurs entrepris, cette démarche par les 11 parlementaires. Mike, on sera N'a pas d'accord. abouti. On sera d'accord, nous deux, que non, si le président de l'Assemblée nationale, le président des bureaux d'âge actuellement, convoquait une plénière, même si un député qui était candidat au sénatorial et qui était candidat gouverneur dans une province et qui n'est pas là, cela ne peut pas empêcher la plénière de se tenir. On est d'accord? Non, il y a une réalité dont je ne prends pas part de quelqu'un. La réalité, les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale disent que l'Assemblée nationale est composée de 500 députés nationaux, n'est-ce pas? Oui. Alors, si le quorum est moyen, n'est-ce pas, moyenne de la moitié, le quorum, donc l'Assemblée Ne peut pas se tenir. ne peut pas se tenir. Mais attendez. s'il s'avère que le président du bureau d'âge a constaté que la présence des députés nationaux qui devaient prendre part à cette plénière sont moyens de 250. Mais comment, Ça ne marchera pas. comment vous allez constater ces quorums? Comment vous allez les constater si vous ne convoquez pas l'Assemblée? Parce que les quorums se constatent lorsqu'on convoque une plénière. Vous ne l'avez rien fait. Et vous dites du coup que non. Voilà, bon, nous allons passer à autre chose, Mike, en dehors de tout ce qui est... C'était pour te ramener, pour dire que ce n'est pas nous qui le faisons, ils n'ont pas bien fait. Et pour dire que si le président du bureau d'âge, n'est-ce pas, vous donne un communiqué, tout en sachant le nombre de ces parlementaires, n'est-ce pas, on ne peut pas douter. Mais c'est que nous déplorons que les choses n'allaient pas se faire de cette façon parce que le pays est à stand-by. Tala, Mon ami. mboka ezotambola te dans le sens que même na niveau provincial, Oui. tozotala. Parce qu'il ne s'agit pas seulement du président de la République. C'est vrai, c'est lui le garant du bon fonctionnement de l'État. institutions. C'est lui qui représente, c'est lui le numéro 1 des Congolais. Ouais. Nous ne pouvons que demander des comptes. Mais les responsabilités aussi sont partagées, je suis d'accord. Oui. Mais qu'est-ce qui se passe au niveau provincial? Parce que jusqu'alors, nous n'avons pas encore un gouverneur établi. C'est toujours la Constitution? Parce qu'on a un gouverneur élu pour la ville-province de Kinshasa qui est le miroir de la RDC. Oui. Mais regardez à quel état elle se trouve, la ville. À ce que je sache, il y a un grand défi qui attend l'actuel gouverneur de la ville des provinces. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas installé? Normalement, le gouverneur de la Parce ville... qu'il y a un bureau définitif Il y a déjà un au niveau bureau- de l'Assemblée oui, Il y a un provinciale. bureau définitif au niveau de l'Assemblée provinciale et on s'attend à une plénière qui s'ouvrira demain. Parce que demain, mercredi, il y aura une plénière. C'est là où nous allons alors apprendre tout sur ordre du jour, les différentes matières qui seront traitées, en sorte qu'on sache. Mais il ne suffit pas de ça. C'est naturellement le gouvernement, l'Assemblée provinciale qui va devoir investir, n'est-ce pas, les gouverneurs. Mais les gouverneurs dans toutes les différentes provinces de la RDC doivent également à leur tour investir les différents gouverneurs élus par le président de la République. C'est comme ça que ça se passe. Donc je ne pense pas que ces dispositions, ces dispositifs-là, n'est-ce pas, dépendra encore de la Constitution ou non plus de l'Assemblée nationale. Mais je pense que ça revient au président de la République à investir les gouverneurs des différentes provinces de la République démocratique du Congo. Bien sûr, là où il y a eu ces élections. Ouais. Maintenant, nous parlons du 100 jours du chef de l'État parce que c'est lui qui est mis en avant. Ouais. Et durant les 100 jours, nous avons comptabilisé près de 15 voyages. Pourquoi est-ce que l'actuel chef de l'État a tendance d'aller voir ailleurs que plutôt de voir à l'intérieur? Parce que je me rappelle lui-même, lors de la campagne, il avait dit qu'il a fait le tour du monde parce que cette question-là a été posée par nos confrères de Top Congo. Je n'aurais pas les regrets de les citer ici. Mais le président avait déclaré qu'il a fait le tour du monde sans pour autant trouver la solution là-bas à l'extérieur, qu'il n'allait pas recommencer avec les erreurs du passé. Mais curieusement, nous constatons comme si les erreurs du passé se répètent.
Bon, moi, Quelques minutes parce que déjà, nous allons chuter en bientôt. quelques minutes, d'abord, l'objet de ces voyages dépend de ses pouvoirs discrétionnels dont vous et moi, on ne serait pas à dénicher, n'est-ce pas, les contenus de ces déplacements. Mais ce qui m'a retenu à travers les différents articles qu'on a pu avoir publiés chez nous, c'était la question des réaménagements de la coopération sécuritaire. Déjà, quand on prend le camp sécurité dans la partie est de notre pays, c'est une question majeure. Et ce qui s'est fait que tous les jours, il y a des gens qui meurent. Il y a des jours passés, il y a eu des bombardements dans la ville de Goma et il y a eu des tueries. Si dans ces voyages, il s'avère que la question majeure est basée sur la coopération militaire ou sécuritaire pour répondre positivement aux questions qui est en train d'émailler notre pays ou qui est en train d'endeuiller notre partie. Est-ce qu'il doit obligatoirement le faire lui-même? Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Parce que nous savons, le voyage d'un chef d'État coûte énormément. Dans les trésors publics. Alors, imaginez si nous évaluons, ne serait-ce que pour un voyage, 1 million de dollars, 15 voyages, ça ferait 15 millions de dollars. Effectivement. Imagine un peu que non, lui, déléguer quelqu'un d'autre. Ou soit on envoyait, par exemple, le ministre de la Défense. Ça coûterait mieux au trésor public qu'à la place du chef de l'État. Naturellement, la réalité, c'est ce qu'on sait. Ça ne doit pas se passer comme ça. Mais je pense que c'est le président de la République. Autour de lui, il a des conseillers, n'est-ce pas, qui, même s'ils sont nommés par le président de la République, mais ils ne sont pas des robots. Ce sont des humains qui comprennent la vraie situation du pays. Et je laisse la balle à leur camp en fait de jouer réellement leur rôle en tant que conseiller. Une ultime conviction dans les 2-3 dernières minutes, là où tu voudrais peut-être lancer un dernier message par rapport à tous ces 100 jours du chef de l'État. Qu'est-ce que vous direz si vous voulez dire un mot au chef de l'État? Monsieur le Président de la République, en tant que journaliste, en tant que reporter au cœur de l'actualité qui couvre les événements de la RDC et ayant également une observation à travers le monde sur la façon de gérer la politique autrement, je vous suggère que la proposition de réviser certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo demeure une initiative très primordiale, d'autant plus que aujourd'hui, vous avez été élu en 2023 au mois de décembre. Vous avez prêté serment au mois de janvier ici, le 20 janvier 2024 de l'année en cours. Mais Monsieur le Président, le pays est en stand-by. Rien ne fonctionne. Le ministre auquel vous les avez confié l'expédition des affaires courantes, ici à travers le pays, continue à travailler. Rien ne marche. Je souhaiterais que cette histoire de l'informateur et formateur du gouvernement, le gouvernement doit être impérativement investi par l'Assemblée nationale, nous pose un problème, mais également la question de la convocation du scrutin en même moment présidentiel, législative, provinciale et conseillers communaux pose énormément de questions. Je vous suggère, bien au contraire, d'aller avec l'Assemblée nationale pour qu'il y ait un décalage pour les processus électoraux sur provincial, national, ainsi que candidats conseillers communaux pour qu'il ait l'équilibre. Une fois que pour celui qui viendra après vous sera élu président, qu'il soit investi, si vous allez garder ces dispositifs de certains articles de la Constitution de la RDC pour que le président soit investi par le biais de son gouvernement qui va diriger les destinées de la République démocratique du Congo. Voilà mon message. Merci beaucoup Mike, le message est passé, nous atterrissons. Et moi également, j'aurais un message particulier à lancer à nos auditeurs et en particulier à nos téléspectateurs et aux autorités du pays. Premièrement, bolinga mboko bakonzi bolinga mboko ezakaka Félix Antoine Tshisekedi. C'est vrai, c'est lui le garant des institutions. Il doit impulser une politique. Parce que tous les jours, sur la vision du chef de l'État, c'est suite à la vision du chef de l'État. Mais Tissikoyo, rien ne s'est fait. Est-ce que vous êtes toujours dans la vision du chef de l'État ou bien vous avez la vision de Bino Moko? Parce que si nous entendons le chef de l'État, si nous observons
tout ce qu'il a pu déclarer, il y a des belles intentions. Maintenant, vision ngobino bozalaka na kati, ezaka vision wapi, eza oya lobaka ou bien eza vision mususu. Parce que mbokezo marchete. Ayons l'amour de ces pays. Vous avez un devoir historique à léguer. Nazalaka ministre, nazalaka chef d'entreprise, nazalaka gouverneur, bana na bino et kolandaka bango tôt ou tard. L'argent des Congolais que vous bouffez comme de la cacahuète et qu'on rattrape bino et ça rattrapera vos enfants. Nous avons des cas d'école ici. Nous avons connu un président qui a régné plus de 3 décennies ici. Mais où sont ces enfants actuellement? Personne ne se revendique. Personne ne veut même s'afficher à côté d'eux. Souvenez-vous de cela. Et nous atterrissons. Et moi, je dis, chef de l'État, koyo kabango lisusu na mikolo yoya, bao bakosala malamu te balongwa. Merci, chers téléspectateurs. Nous vous disons au revoir et un grand merci à l'équipe technique conduite par Christian Luzuzila. Nous vous disons au revoir.